retrouvons. Nous nous retrouvons. Attendez, le micro n'est pas branché là. Il est pourtant allumé. Nous nous retrouvons dans cet après-midi, cette journée d'études littéraires sur l'édition africaine et la fabrique de la littérature, avec de nombreux invités, des communications riches, prenantes, poignantes parfois, autour du fait littéraire et de l'édition africaine. Nos intervenants suivants sont en ligne avec nous. Nous qui sommes à la Mecca de Bordeaux, nous sommes en lien avec d'autres parties du monde. Est-ce que les prochains intervenants sont présents? Je vois Flore Agnès Dazoa en ligne. Est-elle avec nous? Flore, est-ce que vous nous entendez? Nous vous voyons en tout cas. Flore Agnès Dazoa, vous êtes... Flore doit brancher son micro. Apparemment, elle l'a, mais non, elle ne l'a peut-être pas. On ne vous entend pas, Flore. On vous voit parfaitement, mais on ne vous entend pas, Flore. Flore Agnès Dazoa, nous vous voyons. Nous ne vous entendons pas encore. Peut-être une question de micro. Nous voyons Boubacar Boris Diop qui interviendra après vous. Flore, c'est sans doute le micro de votre ordinateur. Toujours pas de son. Nous allons essayer de régler cette question technique. Est-ce que vous m'entendez? C'est bien, c'est parfait, nous vous entendons. Flore, bienvenue parmi nous en cet après-midi. Flore, merci de votre présence. Vous êtes en direct de Genève, je crois, pour vous présenter auprès du public présent et en ligne. Vous êtes avocate, présidente de l'association La Scène littéraire et animatrice du prix Les Afriques et des éditions Flora Zoa. Je vais vous donner la parole pour continuer cet après-midi sur la question des défis à relever dans cette fabrique littéraire africaine. Flore, vous avez 20 minutes et ensuite nous procéderons à 10 minutes de questions et d'échanges avec le public, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors, chers professeurs, chers amis, en premier lieu, permettez-moi de remercier les professeurs Jean-Michel Debeza et toutes les institutions qui nous ont permis de nous réunir ici ce jour. Même si j'ai plus l'habitude des prétoires que des cercles académiques, je vais essayer d'être digne de la parole que vous m'offrez ici aujourd'hui. Cela sera d'autant plus compliqué que je ne saurais vous parler d'autre chose que de ma modeste expérience personnelle dans le cadre du thème qui est le mien aujourd'hui, à savoir les classiques littéraires africains et si on les rééditait en Afrique. Expérience personnelle que je m'en vais donc vous résumer. En 2015, à Genève, ensuite, avec quelques amis, nous avons décidé de créer une association qui s'appelle donc La Scène littéraire, comme vous l'avez dit, dont le but est de promouvoir la littérature africaine. Pour ce faire, nous avons notamment mis sur pied un prix littéraire qui s'appelle le prix Les Afriques, dont le but est de récompenser un roman écrit par un Africain du continent ou de la diaspora. L'un des membres du jury de ce prix littéraire est d'ailleurs avec nous ici ce jour, j'ai cité Monsieur Boubacar Boris Diop. Dans le cadre de la promotion de ce prix littéraire en Afrique, nous avons entrepris d'acheter année après année des centaines d'exemplaires des romans primés auprès des éditeurs souvent européens afin de les redistribuer gratuitement dans des collèges et lycées et universités et même cercles littéraires. En Afrique, le but étant de donner du sens à ce prix littéraire. Qu'est-ce qu'un prix littéraire africain qui n'est pas lu en Afrique pour diverses raisons, coûts, éloignement, etc. Et c'est dans le cadre de ce fort coûteux achat de livres qu'en 2019, nous nous sommes posé la question de savoir s'il n'était pas plus avantageux pour nous d'acquérir les droits d'étrangers des livres primés, ce qui nous permettrait ensuite de les produire et de les distribuer en quantité suffisante pour mériter pleinement notre nom de scène littéraire. C'est ce que nous faisons donc depuis 2019. Nous avons notamment acheté auprès de l'éditeur Métayer le roman-ci, né un mardi, prix littéraire Les Afriques,
2019, que nous avons réédité en Afrique, qui est devenu, voilà, avec cette belle couverture qui est un tableau de Momar Peck. Et nous avons réitéré l'année suivante avec Reste avec moi d'Ayobami Adebayo, qui est le prix littéraire Les Afriques 2020, qui est devenu comme ceci en Afrique, où nous l'avons réédité et redistribué. Et c'est lorsque nous procédions donc à ces distributions de livres sur les terrains que les jeunes se sont mis à nous réclamer des titres beaucoup plus anciens et beaucoup plus populaires, à l'exemple de L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, de L'enfant noir de Kamara Lai, Le soleil des indépendances d'Amadou Kourouma, Le vinaigre et la médaille de Ferdinand Yono, Les crapauds brous de Tierno Moulenembo, les livres de Monsieur Boubacar Diop, les livres de Monsieur Tchak, etc., avec la spécificité que les livres étaient souvent réclamés dans les pays qui n'étaient pas ou plus inscrits au programme scolaire. C'est alors que l'un des animateurs culturels de notre association sur le terrain, un étudiant en lettres, m'a dit « Les jeunes veulent aussi nos classiques littéraires ». Il fallait donc envisager l'acquisition des droits et leur réédition. Pour envisager la réédition des classiques littéraires africains en Afrique, il fallait déjà au préalable, pour des profanes comme moi, lister tous les écrits qui sont désignés comme tels, et cela fait avoir encore la curiosité de se poser la question de savoir qui les avait désignés comme tels, le légitimateur, d'où les avait-on désignés comme tels, le lieu de consécration, pourquoi les avait-on désignés comme tels, les raisons de la légitimation, et enfin, comment les avait-on désignés comme tels, le processus de légitimation. L'activement en mangeant, je suis allée plus loin encore, je me suis demandé qu'est-ce qu'un classique littéraire tout court, gardé à l'esprit que je n'ai fait que du droit ces 20 dernières années. Et quelques recherches Google plus tard, j'apprenais bien un texte de Madame Cécile Rabot, très admirative du travail d'Alain Diala, que le classique se définit d'abord du point de vue de l'histoire littéraire par leurs propriétés distinctives qui sont notamment l'excellence. Ce sont des textes de qualité imminente dont on pose qu'ils sont en soi une valeur supérieure. Le faire date, ce sont des textes que l'on considère comme ayant fait date, c'est-à-dire ayant marqué l'histoire littéraire. L'ancrage, ce sont des textes d'auteurs dont les noms parsèment l'espace public de leur lieu d'origine, par exemple les noms des rues, des bibliothèques, des établissements scolaires, c'est-à-dire qu'ils s'incarnent dans la ville. L'appartenance, ce sont des textes utilisables comme marque d'appartenance à un groupe national. S'agissant du processus de légitimation, Madame Rabot nous explique, en s'inspirant toujours de Monsieur Diala, que c'est un processus qui passe par des étapes successives, la légitimation, première reconnaissance, l'émergence, convergence de critiques favorables, consécration, reconnaissance supérieure et plus large, perpétuation, inscription dans la durée, patrimonialisation. C'est donc un processus qui se déroule sur le temps long, le classique ne se construisant comme tel que dans la durée. Cela a pris donc, je revenais à mes questions posées tout à l'heure, s'agissant des classiques littéraires africains, à savoir qui les avait désignés comme tels, d'où les avait-on désignés comme tels, pourquoi les avons-nous désignés comme tels et comment les avait-on désignés comme tels. Et cherchant des réponses à ces questions, je suis notamment tombée sur cet ouvrage, Les classiques littéraires africains de Madame Claire Ducournau. Ce n'est pas de la publicité, je ne la connais absolument pas. Et surprise, en ouvrant la première page du livre de Madame Ducournau, je tombe sur l'un des noms que je viens de vous citer tout à l'heure, à savoir Monsieur Moulenembo et son taxi, son crapaud brousse. Tiens. Et que dit-elle au sujet de ce livre? Elle nous dit, à Lyon, en 1974, Thierno Saïdou Diallo se met à écrire. Jeune Guinéen exilé en France, après avoir fui la dictature de Sékou Touré, au Sénégal puis en Côte d'Ivoire, il est animé par la volonté de témoigner de la situation sociale et politique de son pays d'origine. Ayant achevé un manuscrit intitulé « Les crapauds »,
le jeune homme l'adresse aux éditions du Seuil. Ce texte retient alors l'attention des lecteurs de la maison et s'y voit publié en 1979 sous la collection de littérature de langue française, moyennant quelques petits ajustements. Le titre devient ainsi Les crapauds brousses, par un arbitrage éditorial final n'ayant reçu l'accord de Diallo qu'après le lancement de la publication, parce que le comité de lecture estimait que le premier choix ne sonnait pas suffisamment africain. Il fallait ajouter donc brousse, et qu'il n'avait pas souscrit aux propositions ultérieures de l'auteur. En 1981, le premier roman de Tierno Molenembo, pseudonyme que Diallo s'était donc choisi, s'est vendu à 5000 exemplaires. Le titre est alors inscrit au programme des enseignements de l'Université d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Apprenant la nouvelle, Jean-Marie Borzex, directeur littéraire du Seuil, écrit au jeune écrivain dont il apprécie le talent et avec lequel il entretient une correspondance suivie et lui dit, je cite, « Je me réjouis de cette nouvelle qui confirme ce que je pressentais. Votre roman va devenir un classique de la littérature africaine. » La catégorie de classique de la littérature africaine avancée par Jean-Marie Borzex dans ce courrier apparaît en ce sens comme une formule éditoriale indigène dans les pays d'Afrique subsaharienne francophone ayant acquis leur indépendance. Dans le cas des crapauds brousses, le pari sera gagné. Molenembo estime ainsi une dizaine d'années plus tard les ventes de son ouvrage à 15 000 ou à 20 000 exemplaires à raison de 700 exemplaires par an environ depuis 1979, ce qui, pour un roman africain de surcroît, pour citer Madame Françoise Sévère, n'est pas si mal. Donc, ni national, ni universel, la notion de classique africain est continentale. Elle est martelée avec une certaine insistance dans l'édition et les discours critiques à propos des écrivains originaires d'Afrique subsaharienne francophone depuis 1969. C'est donc avec surprise que moi, profane, j'ai commencé à réaliser que les classiques littéraires africains, dans leur acception actuelle, seraient en réalité des spécialités qui serait des spécificités européennes, souvent françaises, déjà importées ou à importer sur le continent. Ce que nous avons donc entrepris de faire dans la mesure où nous avons déjà notamment acquis la trilogie de Ferdinand Oyono, c'est-à-dire Le Vieux Nègre et la Médaille, Les Chemins d'Europe, Une vie de boy, ainsi que l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Sans oublier l'œuvre de M. Boubacar Diop, le but étant notamment de les faire préfacer et surtout de créer un débat, cette fois-ci sur le continent, sur le processus de leur canonisation. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flore, pour cette intervention et merci de partager avec nous ce parcours, cette découverte que vous avez faite pour relever ce défi et définir ou redéfinir ce que sont les classiques africains. Je vais donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou peut-être des questions en ligne après cette intervention ? Oui, je vois un doigt qui se lève. Voilà. Il fallait faire quelque chose pour... bonjour madame, merci pour votre exposé. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est... Bon voilà, j'ai été fasciné par, d'une part, votre formation en droit et la passion que vous avez pour la littérature, le travail que vous avez fait. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées, peut-être d'ordre structurel, peut-être d'ordre littéraire, je sais pas. Quelles ont été les contraintes que vous avez rencontrées et comment avez-vous fait pour parvenir à ce magnifique travail? Alors,
On est encore en processus de réflexion, de travail. Disons que c'est surtout, ouais, avant les difficultés, il y a eu des questionnements. On a très envie de créer un prix littéraire, on le crée, on est content, on consacre un auteur et le prix s'appelle le prix Les Afriques. On le fait à partir de Genève. On commence à parler du roman sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Et la question nous vient du continent qui porte le nom du prix, ou dont le prix porte le nom. On est content de savoir qu'il y a un prix littéraire qui s'appelle Les Afriques, mais le livre, on ne l'a pas. Donc, à partir de là, on commence à réfléchir, en fait, sur justement la possibilité de pouvoir amener le livre sur le continent, parce que sur ce coup, il avait été édité en France. Premier réflexe, c'est qu'on achète des livres. On a écrit à l'éditeur en lui disant, écoutez, on a cette demande sur le continent, on aimerait acheter des centaines de livres, est-ce que vous pouvez nous faire un prix? Elle nous fait un prix, 25% prix des libraires. On achète les livres, on les chemine en Afrique, mais il n'y en a pas assez. On donne à quelques lycéens, quelques universitaires, mais 200-300 livres, c'est vite parti. Alors on décide en fait d'acheter les droits, comme je le disais tout à l'heure, on les achète, mais on n'est pas éditeur. Qu'est-ce qu'on fait avec les droits qu'on a achetés quand on n'est pas éditeur? On décide de s'associer avec un éditeur du continent qui à l'époque de Né un mardi était Ifriqiya. On décide de travailler avec, mais deuxième problème qui se pose, c'est que l'éditeur en fait, Ifriqiya, c'est un entrepreneur. L'éditeur, c'est un entrepreneur. Et nous, la première dynamique lorsqu'on décide d'acheter les droits, c'est de distribuer en fait les livres. On va pas dans le sens de la vente de faire des profits. Donc là, on va demander à un éditeur de faire du travail sans recevoir en contrepartie en fait les bénéfices de son travail. Même si les droits, c'est nous qui les achetions et nous les lui offrons, mais il y a quand même un travail de comment dire, de distribution, de promotion, etc. qui va avec. Donc, on s'est dit, bon, on ne va pas l'embêter, le problème est le nôtre, c'est le problème de notre prix littéraire. Nous allons devenir éditeurs. Voilà, c'est comme ça que nous sommes devenus éditeurs. Nous avons créé la maison d'édition qui s'appelle les éditions Fleur Zoa, qui existe depuis cette année. Et nous avons donc acheté les droits. Nous avons entrepris d'imprimer le livre. Nous avions déjà remarqué à l'époque, donné un mardi, nous avions pris la décision en fait de faire imprimer les livres en Afrique. C'était vraiment une décision, je vais pas dire idéologique, mais d'engagement. C'est d'engagement de faire imprimer le livre sur place. Mais on a dû malheureusement se rendre compte de ce que disait ma consoeur qui s'est exprimée avant, que la qualité n'y était pas. Donc, en voulant faire du bon travail, parce que les jeunes demandaient aussi des livres de bonne qualité parce qu'ils sont exigeants, nous avons fait imprimer le livre chez un éditeur tunisien. Nous sommes montés un peu plus loin, qui nous a fait un travail merveilleux. Nous avons eu les livres, se poser la question maintenant de leur distribution dans les différents pays d'Afrique. Alors là, se pose la question déjà de l'acheminement, que les livres arrivent sur place, des questions de douane, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les accords de Florence et ceux de Nairobi, le protocole de Nairobi sont respectés? On va dans des bagarres avec des douaniers qui ne les connaissent même pas, on le leur apprend, finalement on arrive à récupérer nos livres sans payer les droits de douane, en se bagarrant un peu, les livres sont sur place, il faut des librairies, comment les amener vers les librairies, comment distribuer? Gros problème. Nous sommes une maison d'édition qui n'est pas encore connue, qui vient de naître. Il n'y a que quelques maisons, il n'y a que quelques librairies. Comment les convaincre de prendre notre livre? Donc, rediscussion avec les maisons avec les librairies. On leur propose un accord. On leur dit, écoutez, nous, on vous propose de faire la promotion nous-mêmes de notre roman. Nous allons vraiment nous y atteler, réseaux sociaux, télévision, journaux, etc. En contrepartie, est-ce que vous pouvez prendre en fait des étagères portant le nom de notre maison d'édition pour mettre nos livres en avant? En contrepartie, c'est que nous viendrons régulièrement faire des événements littéraires chez vous. Comme ça, c'est un peu du donnant-donnant. On a un peu insisté, ils ont accepté, ce qui fait qu'on n'a plus tellement le problème actuellement de la distribution, parce que nous avons
des étagères qui portent notre nom dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne francophone. Et il s'agit tout simplement de nourrir les étagères et de fournir les livres. Donc voilà un peu le processus par lequel nous sommes passés. Nous sommes encore en train de passer, mais voilà, c'est une expérience, c'est des expériences folles. C'est le mot folle à vivre, mais nous prenons beaucoup de plaisir à le faire. Merci beaucoup Flore-Agnès Dazoa pour votre explication de ce parcours du combattant. Vous êtes véritablement une femme d'action, éditrice, et on comprend tout votre engagement grâce à ce témoignage. Je vois une question dans la salle, oui. C'est juste merci pour poursuivre un peu sur cette question, parce que on sent beaucoup d'engagement personnel, mais au-delà de ça, la question, parce que comme vous avez dit au début, une maison d'édition, c'est une entreprise, donc quel est le business plan? Comment est-ce que, au-delà des engagements des individus, ça va être viable sur le long terme? Est-ce que, voilà, en tant qu'éditeur, vous allez, entre guillemets, est-ce que c'est il s'agit d'engagement, d'investissement personnel, d'argent personnel, ou est-ce que ça peut marcher aussi, quand je dis marcher en termes économiques, et du coup, derrière cette question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de maisons d'édition pour lesquelles ça n'a pas marché, ce qui fait qu'il y a cette situation aujourd'hui, et quels sont les écueils que vous avez observés dans les maisons d'édition sur le continent, les écueils que comment comptez-vous les surmonter dans cette idée de maison d'édition entreprise qui doit être rentable aussi quelque part? Il y a deux choses en fait. C'est vrai que la maison d'édition pour son premier livre a édité en fait Reste avec moi, qui est un prix littéraire. Quelque part, pour nous, c'est une bonne chose, parce que ça nous a permis, du fait que le prix littéraire a été médiatisé, notamment en Afrique, de nous faire connaître. C'est-à-dire qu'on a fait d'une pierre deux coups. En faisant connaître le prix littéraire, nous avons fait connaître notre maison d'édition. La démarche qui est faite par rapport à Reste avec moi, qui est la promotion du prix littéraire, est vraiment différente de la démarche qu'on va faire vraiment comme entrepreneur pur et dur. Comme entrepreneur pur et dur, nous avons créé un business plan. On a fait le job pendant une année. On a étudié le marché. On a fait une étude de marché qu'on a proposée à une banque. Qui nous a suivis, qui nous suit, qui connaît les risques de ce que nous avons entrepris. Donc, nous avons un business plan, et l'idée est vraiment de pousser et de créer, parce que le problème qu'on a remarqué, c'est aussi, les écrivains s'en plaignaient tout à l'heure, c'est le fait que leurs livres soient surtout lus en Afrique. Soit surtout lus en Occident, en France notamment. Mais la question qu'il faut se poser aussi, c'est pourquoi ces livres-là ne sont pas lus en Afrique. Et l'une des réponses qu'on a trouvées, parce qu'on nous disait souvent les Africains ne lisent pas, etc. Depuis 5 ans qu'on fait la promotion du livre, on est passé par-dessus cette question. Les gens lisent quand ils ont des livres qui les intéressent, et quand ils ont des thématiques qui les intéressent, et qu'ils ont des livres qui sont bien faits. Voilà. Il faut donc penser, ce que nous essayons de faire actuellement, à créer un marché africain. Le problème étant que nous avons en Afrique, par la force des choses, nous avons des micro-États. Nous avons des États qui font des 6 millions d'habitants, 20 millions d'habitants partis. Voilà. Alors qu'un marché littéraire comme le marché littéraire français, par exemple, vers lequel tout le monde se réfère, c'est pas un marché littéraire de 60 millions de personnes, mais la France, c'est 60 millions plus de personnes, ça fait un grand marché. Donc l'idée que nous avons envisagée en Afrique, ce n'est pas d'aller, de ne pas créer des marchés en fait nationaux, parce que ça ne servirait à rien, il n'y a pas assez de monde. C'est plutôt de voir des marchés en fait de la sous-région en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on sort un livre, on cible en fait tous les pays francophones, on essaie de cibler tous les pays francophones de la sous-région, et on s'arrange à ce que le livre soit disponible au même moment dans ces endroits-là, en faisant une promotion au même moment
dans ces endroits. L'idée étant d'essayer de créer. Il existe déjà, mais d'essayer d'harmoniser en fait ce marché-là, de le consolider, en espérant que ça va prendre, mais ça va prendre. Il faut du temps, il faut du travail, il faut de l'investissement, et on est prêt. On est prêt pour ça. Et vous avez beaucoup de détermination et on est certain que vous allez relever le défi. Merci beaucoup Flor Agnès Ndazoa pour votre communication. Merci de votre présence. Nous allons poursuivre l'après-midi avec une nouvelle intervention. Je vais donner la parole à notre invité. C'est Boubacar Boris Diop. Alors, j'essaierai d'être sommaire pour le présenter. Boubacar Boris Diop va venir nous parler du nouveau paysage littéraire sénégalais. Boubacar Boris Diop qui est romancier, essayiste, dramaturge, scénariste, qui a eu aussi une riche carrière journalistique. Il a reçu en l'an 2000 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour l'ensemble de son œuvre. Il a publié des textes en langue africaine et c'est cela dont il va venir nous parler aujourd'hui en particulier. Il a publié lui-même en Wolof et a créé en ligne un journal général d'information en Wolof. Boubacar Boris Diop, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là? Je vous donne la parole. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et puis la possibilité de dialogue. C'est toujours très, très, très bien. Je me demande où est-ce qu'on en serait si, avec la pandémie, il n'y avait pas au moins cette possibilité de continuer à discuter via les réseaux sociaux. Cela dit, je vais être aussi concis que possible. Ce que j'ai préparé, ça risque d'être trop long. D'abord, en fait, retour aux origines. La littérature africaine, bon, je vais me concentrer sur celle de langue française avant de venir spécifiquement au Sénégal. Elle est née d'un conflit devenu rapidement un tête-à-tête quasi complice entre le colonisateur et le colonisé. Le colonisé écrit pour contester le projet colonial, pour remettre en cause le discours colonial très racialisé, très raciste, mettre en valeur les cultures africaines. Et cette littérature, elle est née dans les années 20. On hésite entre Mapate Diagne, 1921, je crois, et Bakary Diallo, 1926. Lequel des deux, c'est le premier texte de fiction écrit en langue française par un Africain. Ça veut dire que cette littérature, donc, elle est née dans les années 20 et elle est portée. Hein, elle est portée. On connaît tous ces préfaciers de La Vignette, de La Fosse, Hardy, Vincent Monteil, qui ont, et puis évidemment Bakary Diallo, dont on dit d'ailleurs que le texte a été largement écrit par d'autres à Paris. Eh bien, donc ça devient de la complicité. Et assez rapidement, on s'achemine vers l'indépendance, et puis il y a des auteurs comme Mongo Detti, comme Sémé Ousmane, etc., le mouvement de la négritude. Là, on est dans la révolte, on est dans la protestation. Mais même dans la révolte et dans la protestation, on continue à parler à l'Europe. On continue à parler aux colonisateurs. Et moi, j'appelle ça le péché originel de la littérature africaine, singulièrement de langue française. C'est pourquoi d'ailleurs tant d'auteurs engagés, voire militants révolutionnaires, comme Sémé ou Betty, ne voient pas du tout de contradiction dans le fait d'utiliser les langues, la langue française
Au fond, l'écrivain, c'est un porte-parole, quoi. Et ce faisant porte-parole, il met entre parenthèses les peuples africains. Voilà. Mais c'est avec... ça ne remet pas en cause la qualité littéraire, ni le contenu de ces discours. Il y a juste cette espèce d'ambiguïté, cette impasse-là, qu'il faut, il me semble, pointer. Et puis bon, je vais aller très vite. Hein. Et évidemment, elle est née là-bas. Hein, la source, la littérature africaine de langue française, elle est née en bord de Seine. Et puis, c'est le retour, après les indépendances, les années 60, ce qui concerne en tout cas le Sénégal, tout le monde revient au pays. Et là, dans les années 70, je pense que c'est un moment qui n'a pas été très souvent analysé, scruté. En 72, on crée Senghor. Senghor crée les nouvelles éditions africaines, après son parcours évidemment, en tant que poète, le mouvement de la négritude, il est président, c'est le moins qu'il pouvait faire. Et il accorde une très grande importance aux nouvelles éditions africaines. Mais les nouvelles éditions africaines ont révélé sur le continent, ici à Dakar, des auteurs comme Mariam Abba, Aminata Soufal, Ken Bougoul, Birago Diop, d'ailleurs, qui était dans le comité de lecture. C'est là qu'il a publié la plupart de ses ouvrages. J'en oublie. Hein. C'est vraiment un moment extrêmement important et on est dans une effervescence, hein, effervescence culturelle, grâce à Senghor. En 66, il y avait déjà eu le Festival mondial des Aringues, Damas est venu, Césaire était là, il a fait un discours mémorable, Malraux, tout le monde c'était très important. Il y avait même, c'était un état d'esprit, il y avait même un bureau de présence africaine, que je fréquentais tout le temps d'ailleurs, à Dakar, à la rue Carnot, plus précisément. Présence, voilà, envoyé là-bas, ils avaient ouvert carrément une librairie exclusivement présence africaine. Donc, beaucoup de bonne volonté, mais il y a mieux concernant cette période, c'est sur le plan politique. C'est que des auteurs, en quelque sorte, en exil, comme Camara Lai, fuyant le régime de Sékou Touré, on vient de parler de Thierno Moulin-Nembo, il était d'ailleurs bien jeune à l'époque, mais surtout les écrivains haïtiens, fuyant évidemment le régime sanguinaire de Papa Doc, de Duvalier. Ils sont là. Il y a surtout Dorsainville. Hein. Dorsainville était devenu la figure centrale des nouvelles éditions africaines. Jean Brière, le couple Lemoine, Lucien et Jacqueline Lemoine, qui également étaient au Théâtre National Daniel Sorano. Donc, il était là en tant qu'exilé, en sécurité, mais en même temps, ils animaient la vie culturelle. Même le fils de Césaire, Jacques Césaire, était là, mais lui, c'était évidemment pour d'autres raisons, pas pour fuir la Martinique. Mais son nom était très très connu dans les milieux culturels sénégalais. Et puis maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est le... Ah oui, il y avait aussi derrière une volonté panafricaniste. Puisqu'en 89, 17 ans plus tard, eh bien, ça devient les nouvelles éditions africaines du Sénégal. Avec maintenant, à Abidjan, des nouvelles éditions africaines de Côte d'Ivoire et à Lomé, avec l'intention, finalement, de rayonner sur toute l'Afrique francophone. Il y avait vraiment cet état d'esprit. Et puis Senghor s'en va. Diouf arrive et malheureusement pour lui, voilà, c'est les plans d'ajustement structurel qui frappent très durement le secteur de la culture, de la santé et de l'éducation. Au fond, qui frappent les peuples dans leur âme. Et ça commence à chuter et
À un moment donné, d'ailleurs, en fait, l'ENDEA n'existait que parce que, au fond, Diouf n'avait pas le courage de mettre la clé sous le paillasson. Mais tout le monde voyait bien que c'était plus comme avant. Les livres n'étaient plus publiés. Et puis, bon, ben, ici aussi, malheureusement, je ne peux pas, je ne peux pas trop développer. Et il y a un lent mouvement de retour qui s'amorce vers l'Europe, quoi. Vers la France plus précisément. On commence à publier là-bas, d'abord aux éditions L'Harmattan, les essayistes ils sont chez Carpella. Présence africaine fait évidemment ce qu'il peut. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque Présence a eu des difficultés et a été sur le point de fermer, c'est quand même le régime Abdou Diouf qui a, ça je le sais, parce que j'ai travaillé dessus, qui a mis de l'argent frais pour permettre parce que Présence, à un moment donné, était complètement pris à la gorge. Hein. C'est un secret de polichinelle, ça. Et donc, voilà, maintenant, la maison a repris. Donc, il y avait vraiment cette volonté-là. Hein. Et puis, bon, ben voilà, ce retour vers l'Europe, mais ce retour vers l'Europe, il s'accompagne aussi d'un développement autonome de la littérature sénégalaise en langue française ici au Sénégal. Littérature à 2 vitesses. Ceux qui sont publiés, on l'a dit tout à l'heure, hein, en Europe évidemment, on les considère comme la crème, quoi. C'est un peu comme les footballeurs qui vont jouer à Chelsea, je sais pas moi, au Real Madrid ou au Barça, bon voilà, et puis ceux qui sont obligés de se taper le petit championnat national. Et ces maisons d'édition-là ne sont pas évidemment prospères. En vient l'affaire du compte d'auteur, beaucoup d'ailleurs, mais il faut mettre au crédit de l'État sénégalais qui n'a jamais cessé d'aider. À ce jour, l'État sénégalais, au fond, ça c'est l'héritage de Senghor, continue à aider ces maisons d'édition. Mais en même temps, il y en a beaucoup pour un lectorat extrêmement réduit et bon, des auteurs qui en réalité ne sont pas très fiers d'être publiés chez eux. Bon, ça, on est dans un complexe quasi indéchiffrable, complexe, aliénation, quoi. Et puis, bon, ça continue, et cette littérature, elle est là, et il y a les auteurs que l'on considère comme importants, parce qu'ils sont publiés à l'étranger, ils sont validés à l'étranger, mais je peux vous assurer que ça, ce sont des écrivains par dire. On en entend parler à RFI, on les aperçoit sur TV5, mais personne ne les a lus. Et puis quoi, moi, j'appelle ça, on est passé de la littérature négro-africaine à la littérature négro-parisienne. Et ces gens, ils sont à Paris, leur réflexe, leur code, leur truc de légitimation, de validation, ce n'est pas ici. Petite anecdote qui a allongé un peu, une auteure qui commence, qui a du succès avec son premier recueil de nouvelles. Je la rencontre en France. J'aime son ouvrage. Je lui dis, mais moi je suis journaliste et il faut demander à ton éditeur, je donne une liste de journalistes à Dakar, au Mali et à Abidjan un peu, auquel il va envoyer, parce que c'est bien d'être connu ici, mais quand même, il faudrait être lu. Et elle m'a répondu avec une insolence inouïe, et nos relations se sont arrêtées là. Les journalistes africains, je n'en ai rien à foutre. Excusez l'expression. Donc c'est cette mentalité-là, et moi j'appelle ça littérature négro-parisienne, pour laquelle j'ai le plus grand mépris, c'est mon droit le plus absolu. Et ce qu'on ne sait pas maintenant, et c'est par là que c'est le cœur de mon propos, et ça risque d'en être, hélas, la conclusion, c'est-à-dire que... Vous avez encore 5 minutes. Hein. Vous avez encore 5 minutes, nous avons commencé un peu en retard. Donc...
je vais y arriver peut-être. Hein. En même temps, il y a une littérature de langue, dans les langues nationales qui se développe. Le Sénégal, c'est à la fois le pays de Senghor, c'est de ça que je viens de parler, mais c'est aussi heureusement le pays de Cheikh Anta Diop. En 1954, il publie Nation Nègre et Culture, et à partir de là, il y a tout un mouvement de renaissance des langues nationales qui se met en mouvement. Le groupe de Grenoble en 58, la revue Kadou dans les années 70, avec notamment Ousmane Sembène, des maisons d'édition qui sont créées au sein de la grande linguiste Aram Fall, que moi j'appelle mon maître, et puis parce que la langue wolof, vraiment c'est Aram Fall, et puis il y a aussi les éditions Papyrus, il y a Ared, etc. Il y a toutes ces maisons d'édition. Quelle est leur particularité? Évidemment, elles publient dans les langues du Sénégal, en particulier en pulaar et en wolof. Et moi-même, bon, j'allais l'oublier, j'ai créé, il y a 4 ans, 2017, une maison d'édition en langue nationale qui s'appelle EJO. Eh bien, et qui commence à compter, qui est extrêmement importante en ce moment. Eh bien, ces maisons d'édition, qu'est-ce qui leur a permis finalement de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire d'être prises très au sérieux, parce qu'elles ont dû se battre. Les autres maisons d'édition étaient un peu étaient portées de façon quasi artificielle par l'État du Sénégal. Eh bien, donc voilà, ça installe des réflexes de paresse et les maisons en langue nationale, c'est des gens un peu fous. Voilà, qui mettent toutes leurs économies, qui font des livres qui ne sont pas formidables du point de vue de la qualité, qui portent les livres sous le aisselle et vont les vendre, etc. C'est vraiment... et maintenant, ces maisons sont tout de même prises au sérieux, non seulement par le lectorat, mais sont également aidées par l'État. Et grâce à ces maisons, il y a aujourd'hui au Sénégal, en dehors, on peut ne pas s'en rendre compte. Il y a vraiment une effervescence extraordinaire autour des langues nationales. Nous avons créé cette maison d'édition, mais nous croulons sous les manuscrits. Avant longtemps, il y aura peut-être, et ça ce sera une surprise finalement, il y aura peut-être plus de textes publiés dans les langues nationales, en particulier en wolof, que de textes publiés en langue française. C'est quasi amusant quand on sait que le Sénégal, c'est le pays de Senghor, Académie française, francophonie, francophilie et tout le Bataclan. Non, vraiment, il y a un changement radical qui est en train de s'opérer. J'ai que, peut-être la parole est terminée, peut-être qu'il y a des questions. J'ai dit que la littérature d'expression française au Sénégal, elle est née en 26, disons, avec Bakary Diallo, Force Bonté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le XVIIIe siècle, il y a une littérature sénégalaise en langue wolof, c'est-à-dire appelée wolofal. Le wolofal, c'est le adjami appliqué à la langue wolof, avec des caractères arabes, avec de la poésie, la grande poésie classique au Sénégal. Elle est en wolofal, elle date de très longtemps. Les noms de ces poètes sont très très connus ici. Et des passerelles ont été établies par les spécialistes entre le wolofal et le wolof. Hein. J'appelle wolof la littérature de langue wolof écrite en caractère latin, comme la mienne. Le wolofal, c'est écrit en caractère arabe. Alors, il y a un processus de translittération
dont c'est la spécialité des gens de l'Institut fondamental d'Afrique noire là-bas à l'université, eh bien, ils font passer les textes du wolofal au wolof, moyennant quoi je peux les lire, d'autres aussi peuvent les lire en wolof. Et bien voilà, je sais pas, j'ai encore plein de... Mais bon, voilà, je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Des questions, oui, effectivement, merci beaucoup Boubacar Boris Diop pour votre communication. Je suis sûre que dans notre auditoire, il y a des questions. Merci pour cette explication du chemin vers la revalorisation des langues africaines. C'est peut-être là une des grandes clés pour relever ce défi de la fabrique et de la littérature. Avons-nous des questions? Oui, bien sûr, nous avons des questions, donc nous allons pouvoir continuer la discussion, bien sûr. Guy Lenoir va poser une question. Je voudrais juste au passage... Je n'entends pas bien, hein. Alors, Guy Lenoir va poser une question. Ah, Guy, oui. Je voudrais simplement, Boubacar Boris Diop, je voudrais vous remercier 1000 fois parce que votre intervention m'a rajeuni et je vous remercie beaucoup. Boris, bonjour. Je voudrais savoir si tu fais une relation, évidemment je crois que oui, entre la littérature en langue wolof et les pratiques culturelles de chant, du rap, du slam à Dakar, et quelles sont les générations qui écrivent, qui parlent wolof et qui suivent ton mouvement, je dirais. Et puis la question, c'est de savoir, derrière moi, Marie-Paul. Oui, parce que pour nous, en Guinée, on a un problème. On voudrait bien éditer dans les langues nationales, mais elles ne sont pas enseignées à l'école et pratiquement personne ne sait les lire. Mais les gens les parlent. Et au niveau littéraire, il y a un hiatus énorme de personnes qui ont énormément de choses à dire, qui ne peuvent les dire qu'en français, qu'ils ont appris à l'école, mais parlent très mal, et qui, dans leur tête, est exprimée dans une langue qui est probablement magnifique, parce que c'est des langues très imagées. J'y vais, vous? Oui, vous avez la parole. Voilà. Sur ce point précis, en fait, ce qui s'est passé au Sénégal, pourquoi on a un lectorat ou encore insuffisant, mais il est là, vraiment, et il est de plus en plus important d'ailleurs, c'est que dès 68, dans la foulée de ce mouvement-là, grâce à l'influence de Cheikh Anta Diop, dès 68, juillet 68, Senghor réunit une commission d'experts, de linguistes qui codifient la langue wolof. Le pays était très à gauche et la pression sur Senghor a été très, très, très forte. Il n'a pas voulu passer, comme nous le disions, pour un vendu, quelqu'un qui voulait écraser nos langues, etc. Donc, il a fait cette concession. Et dès 68, moi-même, j'ai appris le wolof à l'université. Dès 68, on enseigne le wolof à l'université. Oh, ça ne lui occupait pas une place importante, mais ceux que ça intéressait, eh bien, ils pouvaient apprendre le wolof. Maintenant, Guy... Et donc, les situations, madame, diffèrent selon les pays. Je crois qu'il y a des pays, et le Sénégal en fait partie, où la situation est potentiellement excellente. Et si une expérience réussit quelque part en Afrique, ça peut inspirer les autres pays. Eh bien, Guy, maintenant, ta question, oui. Il faut aller sur, d'ailleurs tout le monde s'en plaint, sur les réseaux sociaux pour voir à quel point il y a un engouement de la jeunesse pour les langues nationales, en particulier la langue wolof qui est la plus parlée au Sénégal. Il y a des amis qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Cameroun, etc., au Gabon, et qui veulent intervenir dans les débats sénégalais, comme lorsqu'il y a eu cette affaire avec Ousmane Sonko, et ils ont dit, mais vous les Sénégalais, vous écrivez toujours en Wolof. Voilà. Et donc, oui, les jeunes, ils sont très très formés, au moment où d'ailleurs je parle avec vous, il y a un groupe de jeunes, bon, parmi ceux que j'ai formés,
qui sont en train d'enregistrer dans un studio un module d'enseignement de la langue Wolof que nous allons balancer sur Internet. Les rappeurs, oui, évidemment, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que juste, c'est pas du tout que les Sénégalais, on est des patriotes, nous aimons notre langue, etc. C'est que je crois que la France a fait un pari perdant au niveau linguistique. Ça a été de dire, on va former une élite francophone qui va tirer le reste de la société vers le haut. Ça a marché pendant très longtemps. Mais après, le système éducatif s'est effondré. Et le modèle ne pouvait plus fonctionner. Tout le monde s'est mis au Wolof. Vous allez à l'université, à la limite, c'est presque les enseignants, ils sont obligés, ce qu'ils ont dit en français, de l'expliquer en Wolof à des étudiants en maîtrise, à des doctorants, etc. En fait, c'est cet espace vide laissé par la langue française que nous sommes en train d'occuper vraiment gaillardement. Voilà. Et maintenant, pour finir, c'est vrai, les jeunes et tout ça, ils écrivent, mais l'écriture n'est pas correcte. Il y a un certain déficit, une certaine défaillance dans l'environnement lettré. Et ça, c'est une étape dans laquelle nous sommes, créer un environnement lettré, que les gens puissent vraiment lire, mais puis qu'ils aient conscience que c'est une langue dans laquelle on peut faire des fautes. Parce que, les gens écrivent en Wolof, mais ils écrivent un peu n'importe quoi. Et le fait qu'il y ait des écrivains comme moi, comme Cheikh Ndaw, ça rappelle que ce n'est pas aussi ça. Merci beaucoup pour votre réponse, Boubacar Boris Diop. Je vois une main levée du côté de Silver. Je ne sais pas si nous pouvons prendre la question. Oui, Silver en ligne a une question à poser. Une dernière question à poser, oui. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Mbondobari. On ne vous entend pas pour l'instant. Votre micro est éteint, je pense. Il est toujours éteint. Voilà, ça y est, il est allumé. Ok, donc je disais que je tiens à remercier Boubacar Boris Diop pour son intervention, évidemment, qui traite aussi bien de la littérature négo-africaine, de la littérature africaine en langue française que de la littérature en langue africaine. Et évidemment, tout le monde reconnaît le dynamisme du Sénégal, notamment pour ce qui est des langues africaines. Mais ma question porte sur autre chose, sur cette opposition entre littérature négro-africaine et ce que vous appelez littérature négro-parisienne, si j'ai bien compris, c'est cela, négro-parisienne, qui elle-même veut s'appeler littérature monde en français. Alors, en tant que critique et enseignant de littérature africaine, je pense qu'on ne s'en sort presque plus. C'est vrai que la question n'est pas une labellisation à tout prix, mais on souhaiterait quand même pouvoir avoir des éléments d'appréciation. Si personne ne veut se reconnaître dans une identité précise, c'est vrai qu'on est dans le monde de l'hybridité, du métissage, mais à la fin, on est un peu perdu. On est un peu perdu parce que la littérature négro-africaine, elle n'existe plus. La littérature négro-parisienne, elle n'existe plus. La littérature monde aussi est acceptée et contestée. Finalement, on se situe où? Oui. Alors, mais je pense que c'est vraiment une des grosses difficultés pour tout le monde de notre temps. Chacun a envie de préserver sa propre identité, mais n'a pas non plus envie de s'y cramponner, parce que ça va à l'encontre de la marche du monde. Voilà, quand on parle de village planétaire, ça fait rigoler certains, mais bon, je pense que c'est une réalité. Mais on n'a pas envie d'une certaine dissolution.
Cheikh Hamidou Kane dit dans un texte peu connu, publié dans la revue Esprit, comme si nous nous étions donné rendez-vous, c'est le titre du texte, il dit avant d'aller au banquet universel, quelque chose comme ça, veillons, oui, voilà, avant de mettre le blanc de chauffe du mécanicien, avant d'entrer dans le monde de la technologie, veillons à mettre nos âmes en lieu sûr. Voilà. On veut faire partie de l'humanité scientifique, technologique et tout ça, mais en même temps, envie de protéger son âme. Alors, on est un peu dans cette dualité. Et vous savez, oui, ça c'est quand même une des ambiguïtés, le paradoxe de ce que je viens de dire à propos de cette nouvelle déclinaison de la littérature négro-africaine qui est retournée en bord de Seine, où elle a du mal en fait à s'épanouir. Le problème, c'est que en réalité, et ça, c'est la question du communautarisme. Tout le temps, on entend ça sur les télés, etc. Mon ami Wadiri, là, je suis d'abord écrivain, ensuite je suis accessoirement nègre. Voilà. Mais en réalité, Samy vient de le demander, ça a été africain existe. En réalité, dans un monde normal, je ne dis même pas idéal, personne ne devrait faire attention à la couleur de peau de qui que ce soit. Mais si vous êtes noir ou arabe, vous vivez en Europe, mais en réalité, on vous le rappelle tout le temps de mille et une manières. D'où venez-vous? C'est ça que demandent les regards. Et quelque part, il y a le désir, je pense, de dire ne faites pas attention à la couleur de ma peau, c'est le soleil qui m'a brûlé. On a envie de dire ça. Il n'y a rien d'anormal avec moi. Le paradoxe maintenant, c'est que, en fait, vous ne pouvez être légitimé que lorsque vous dites, vous écrivez sur l'Afrique. À la limite, vous écrivez en africain. Tout le monde sait dans cette audience ce que j'entends par là. C'est d'ailleurs ce que Samy Tchak a développé à propos de Mounial ou la patience. En africain, et il y a un cas qui mérite réflexion, c'est le cas de Marie Ndiaye. Elle publie son premier ouvrage dans la manière qui est la sienne aux éditions de Melville, avec une grande finesse d'écriture et tout. Elle arrive et le journaliste, hein, c'était pas Pivot, c'était l'autre. Voilà, comme son nom l'indique, Ndiaye, elle est du Sénégal, et il dit non, je vous arrête. Je n'ai rien à voir avec ce pays. Et moi, j'ai adoré ça, parce que ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. Mais il n'empêche, je ne suis pas sûr vraiment que dans son expérience personnelle, avec sa finesse intellectuelle, elle se rende pas compte quand même qu'elle est regardée comme une africaine. Et ce hasard d'ailleurs, si le prix Goncourt, elle l'a avec 3 femmes qui sont. Qui, du point de vue de la thématique, est assez différent de ces autres écrits enracinés dans la France qu'elle revendique, dans la France dont elle est. Voyez. Alors, je crois que on n'en a pas fini. On n'en a pas fini avec ça. Et peut-être aussi que le fait, oui, de s'exprimer dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, ça vous expose à ces mésaventures. Attention, j'ai dit langue non maternelle, parce que moi je parle de langue de vie. Hein. Quand quelqu'un est né en France, a toujours vécu là-bas, peu importe la couleur de sa peau, ben, il est français, il doit écrire en français, il n'a pas d'autre langue que la langue française. Bon, mais maintenant, c'est moi qui suis né à Dakar et en toujours vécu ici, je me mets à écrire en français, à revendiquer
des prix en France, aller me battre là-bas. Bon, je ne dois pas trop me plaindre si on me rappelle que je ne suis qu'invité dans cette langue. Et au fond, je n'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi n'écrivez-vous pas dans votre langue? Et quand vous écrivez dans votre langue, on vous dit pourquoi n'écrivez-vous pas en français? Deux grandes questions auxquelles nous sommes obligés de répondre apparemment. Et je crois que nous avons passé le temps. Est-ce que nous avons le temps d'une dernière question, Jean-Michel? Que se passe-t-il? Parce que nous avons une petite remarque. Juste une remarque par Samy Tchak. Oui. Et ensuite, si vous voulez bien, on arrête et je prendrai directement la suite parce que on a un tout petit peu débordé, pas beaucoup, mais on a des contraintes d'auditorium. Oui, tout à fait. Merci Jean-Michel. Oui, moi Samy Tchak, oui. C'est pour mon ami Valère. Hein? Silver, où est-ce que tu es? Il est parti. Silver et l'écran est ouvert, mais je ne sais pas s'il nous entend. Non, c'était quand même pour lui rappeler quand même que parfois on fait quelques petites confusions parce que à l'entendre, on dirait que à un moment quelqu'un a tenté de définir les littératures africaines comme littérature monde. Qu'il se rappelle que quand Michel Lebris, paix à son âme, il est mort cette année, a parlé de littérature monde et a fait signer un manifeste, c'était pour opposer des écritures ouvertes sur le monde contre le parisianisme et l'autofiction. Ça n'a rien à voir avec les littératures africaines. Qu'il y ait des auteurs comme Alain Mabankou parmi les signataires, il ne faut pas oublier que les deux principaux instigateurs sont Michel Lebris et Jean Rouault, et que les signataires sont le prix Nobel L'Ecclésio. Donc ça n'a rien à voir avec l'idée de littérature africaine, ni de littérature négro-parisienne, comme Boubacar le définit. Voilà, c'est cette remarque que je voulais faire. Et puis bon, peut-être très rapidement, c'est-à-dire le combat, parce que moi j'appelle ça combat de Boubacar, est peut-être à un moment mal compris par les écrivains. On a eu des polémiques, certains, bon, il le dit et puis il écrit en français. Ce n'est pas le fait d'écrire en français ou même de publier en France ces romans écrits en français qui invaliderait un problème réel. C'est ce que j'ai écrit aussi dans le livre que j'ai consacré à ces questions-là. Il n'y a que nous qui sommes obligés de séparer l'idée de littérature avec l'idée de langue maternelle. Ça n'existe nulle part. Et comme je l'ai écrit, si Dostoïevski ou Tolstoï avaient écrit en japonais, on n'aurait pas eu Dostoïevski et Tolstoï. Donc, dans ce cas-là, qu'on soit dans une sorte de handicap est une réalité. Mais si un paralytique oublie qu'il est paralytique, peut-être il se mettrait dans une course où il serait humilié. Ce n'est pas le fait d'être paralytique qui est un problème, c'est peut-être de l'oublier. Merci beaucoup pour cette métaphore. Merci Samy Tchak. Je me permets juste une chose, à moins que Boubacar Boris Diop veuille réagir aux propos de Samy Tchak. Il me semble que les questions que nous abordons concernant les langues africaines et leur rapport au français, tout à l'heure, je disais à l'égard de Boubacar Boris Diop qu'il me permettait de rajeunir. C'est les débats qui agitaient à la fois les intellectuels et les peuples africains et les progressistes du Nord dans les années 70, concernant, là, par exemple, l'enseignement en Afrique. Devait-il se faire dans les langues nationales ou en français? Il y avait là un vrai débat, un débat politique avec des lignes de démarcation très nettes dans les années 70. L'évolution politique du monde a fait que ce débat, j'ai eu le sentiment qu'il est passé un peu sous l'été noir pendant quelques décennies. Mais il y a, pour moi, Samy parle du combat de Diop. Moi, je pense qu'il y a des résistants qui font que ces questions qui se posent, eh bien, on ne les a pas éradiquées, on ne les a pas effacées. Elles réapparaissent.
une très très petite réaction pour dire que ces questionnements, ces débats ont lieu aussi en Afrique anglophone et lusophone. Il y a eu l'année dernière un festival qui s'appelait Afrolite sans frontières qui, à cause de la pandémie, a pu se faire où on a discuté entre écrivains africains, francophones, lusophones, anglophones, et il y a eu une série spécifique sur les langues africaines avec des auteurs qui se questionnaient sur ces questions-là depuis le Swahili, le Lingala, le Yoruba. Et à mon sens, ça serait aussi intéressant de ne pas tant avoir ce débat aujourd'hui avec la France qu'entre Africains de différentes langues coloniales, puisque c'est là que ça se joue et qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent aussi chez nos voisins, je dirais, qui sont encore plus proches de nous physiquement que Paris ou Bruxelles. Merci Beata, merci. Boubacar, voulez-vous rebondir sur ce qui avait été dit? Oui. J'ai pas envie d'abuser du temps, mais je veux juste ajouter. Vous savez, en 56, il y a un grand débat. C'est ce que Jean-Michel vient de dire, je crois. Un grand débat par la revue de présence africaine sur les conditions d'une poésie nationale en Afrique. Et puis il y a des contributions qui viennent de partout. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il y a la polémique entre Lopez et Sévère. Et David Diop, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, que dans une Afrique libérée, il ne viendrait à l'idée de personne d'écrire dans une autre langue que dans celle de son peuple. C'est ça qu'il dit en 56. Alors, plus de 60 ans plus tard, on voit bien où on en est. En fait, lorsqu'on parle du village planétaire, de la littérature au monde, je crois que l'idée c'est, bon, je fais partie du monde à partir de qui je suis. Dans les mamelles du Ragoudi, l'arbre ne s'élève vers le ciel qu'en enfonçant ses racines dans la terre initiale. C'est la dialectique du particulier et de l'universel. Je peux d'autant plus embrasser le monde que je suis moi-même. Eh bien, le reproche que je fais, c'est, oui, je me souviens très bien de cette pétition de Lebris et compagnie, qui a été très critiquée d'ailleurs, c'est de prendre la littérature africaine dans l'état où elle était et de dire, mais écoutez, il faut faire, c'était un peu de la lamentation. Il faut arrêter de ghettoiser, c'était juste finalement cette littérature-là considérée comme toute celle du monde. Ben, vous savez, un auteur sud-africain a eu 2 fois le Booker Prize, que si le sud-africain a failli l'avoir une 3e fois pour Summertime. Il a le prix Nobel de littérature, mais vous ne dans les trucs dans les instances de légitimation, vous ne verrez pas un auteur africain, noir, arabe, vivant à Paris, allant au-delà d'un certain niveau de reconnaissance. C'était ça l'intérêt de cette pétition. Mais il faut dire qu'on en est quand même là aujourd'hui. Hein. Il y a un autre point sur lequel je voulais intervenir, mais j'ai oublié. Je pense que c'est bon comme ça. C'est très bien, merci beaucoup. Merci pour ce partage, merci pour cette discussion passionnante. Merci infiniment, merci beaucoup.